On va donc passer à M. Christian Delaunay sur le registre de la Manche. Nous ferons une micro-pause après et nous essaierons d'avoir un petit quart d'heure de retard. Est-ce que ça ira, Jean-Claude? Merci, monsieur le Président. Je suis extrêmement honoré d'être ici. Alors, comme vous l'auriez pas compris ce matin, je suis chirurgien général. Je suis installé à la clinique de Libet à Longjumeau. Je suis l'ancien président du CNP d'orthopédie. Et juste 2 ans, parmi les créateurs de la clinique de Libet, il y avait Albert Capangi, je pense que c'est un nom de la chirurgie, je le connais, et Freddy Chimel, et je pense que les urologues se souviennent de lui, ancien président. Alors, en fait, je vais vous faire quelques réflexions sur notre registre de Sopcode. C'est en quelque sorte réflexion sur un échec. Et je pense que tout ce qu'on a entendu depuis ce matin se retrouve exactement dans notre relatif échec sur ce registre. Je suis coordonnateur de ce registre. Et je vous rappelle, je vous annonce que pour l'orthopédie, donc avec des dispositifs de point comptable, le premier registre, c'est les Américains qui l'avaient créé à la Mayo Clinic. Et le premier registre national d'orthopédie, il est suédois, c'est 75, et c'était initialement un registre de genoux, la manche est venue après, ce que je ne sais pas. Et en France, on a vu ce matin la définition que nous a donnée, que j'avais retrouvée bien entendu. Qu'est-ce que c'est qu'un registre? Et j'ai découvert ça qu'il y avait un comité national des registres qui existait depuis longtemps, je n'avais jamais entendu parler. Et voilà la définition, vous l'avez entendu ce matin. Le problème, c'est que Marcel ne nous l'a pas dit, mais dans le même arrêté du 6 novembre 1995, il y avait l'article 2 qui disait le registre, l'article 2 s'opposait à la constitution de registre pour l'enregistrement de dispositifs médico-implantables et le suivi des patients implantés. Donc d'emblée, pouf, c'était terminé, ça s'arrêtait immédiatement. C'est clair que d'emblée, une des principales raisons qu'on entend se réunit depuis ce matin. Pourquoi on est tellement en retard dans les registres en France? C'est un problème législatif, c'est un problème de décision politique, de décision de nos instances. Pour qu'un registre fonctionne bien, on l'a entendu déjà ce matin, il faut intégrer un identifiant patient qui soit individuel. Le numéro SNIR, comme vous voulez l'appeler, sécurité sociale, c'est l'idéal. Le problème, pour nous qui avons 2 hanches de genoux, bon, le côté était discriminatif auprès d'implantation bilatérale, tout ça c'est parfait. Le problème, comme on l'a déjà dit aussi, c'est que l'utilisation du numéro de sécurité sociale, en tout cas dans les années 2003-2004, quand on a commencé, c'était pas possible. Tout simplement pas possible. Il fallait une décision du Conseil d'État pour pouvoir utiliser ça. Donc d'emblée, vous perdiez l'essentiel, car c'est les seuls registres de DMI, et là on parle de DMI avec des centaines, des millions d'implants posés. La seule façon de croiser la chirurgie primaire et la révision, c'est un identifiant unique. Et le numéro identifiant unique, c'est celui-là. On l'a en Scandinavie, on l'a en France, tous les pays ne l'ont pas. Et on avait cet énorme avantage, c'est que nous, on l'avait, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Tout le monde croyait qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Là encore, ça explique une partie des retards. Alors, en fait, on a conçu notre registre en 2003 sur la base de registre suédois. J'avais la chance de très bien connaître Peter Herberts, qui était le créateur du registre des prothèses de hanche de Suède, donc qui m'a donné beaucoup de tuyaux, beaucoup d'avis. Et ça nous a aidé pour le construire. Alors, à l'époque, j'étais jeune trésorier du bureau de l'association. Et donc, on a, de 2003, il a fallu jusqu'à 2006 pour qu'on ait enfin un registre avec un agrément CNIL. Alors là, on a eu l'agrément CNIL. Ça a été incroyable. C'est moi qui ai fait. Je pense que, où ils n'ont pas compris, c'est une possibilité, où ils ont au contraire très bien compris qu'on faisait un registre d'implants, pas de patient. À partir du moment où le patient disparaît des données dans son identité, effectivement, il n'y a plus de problème. Et je pense que ça, ils l'ont compris. Je ne traite pas d'imbécile, loin de là. Je pense qu'ils ont compris qu'on était sur un registre d'implants avec un registre de patients, donc du coup, on n'a pas eu de problème. On peut utiliser le numéro de sécurité sociale dès le premier jour. Alors, les principales conditions au fonctionnement d'un bon registre, on en a entendu plein, mais là, on parle de registre de DMI, donc on est très loin des registres de santé patient. C'est la mode de collection, ça c'est sûr, le papier c'est terminé, il faut passer directement à l'Internet. Mais là on est en 2003-2004, directement à l'Internet, c'était pas forcément évident de passer d'emblée à ça. Le recours, donc le numéro de patient unique, surtout l'avantage de ça, c'est la reconnaissance automatique post-dépose et l'identification des patients en cas d'alerte sanitaire. C'est-à-dire quand vous faites, vous avez une prothèse qui manifestement ne marche pas très bien, vous ne pouvez pas retrouver les patients qui on a implanté. Ça ne sert vraiment à rien, donc vous perdez tout l'intérêt sur le plan de matériaux-vigilance. Donc effectivement, c'était indispensable de pouvoir repérer les patients, mais a posteriori. C'est-à-dire que la prothèse va mal, ah là on a une corde de patients, s'il vous plaît, donnez-nous l'autorisation de revoir qui c'est, et sans doute même les pouvoirs publics qui nous demanderaient de leur donner les coordonnées des patients.
Donc, il faut aussi informer les autres. Et nous, on l'a pas dit depuis ce matin, normalement, on ne rentre pas des données de patient dans un registre sans son accord. Parfois, ce n'est pas évident qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Alors, l'identifiant pension unique, vous l'avez compris, ça permet de reconnaître. On a posé la prothèse à la clinique ou l'hôpital X l'année 0. Elle va être déposée 12-15 ans plus tard, X plus 12, X plus 15, dans un département Y. Et bien, c'est le numéro de sécurité sociale qui fait le lien entre la pose et la dépose. Et c'est terminé. Vous avez automatiquement votre implant qui disparaît de registre, sa survie, c'est terminé, c'est un échec. Un pseudo-échec, on peut en discuter longtemps. Cette reconnaissance automatique, elle devient vraiment intéressante en cas d'exhaustivité. Là, on rêve, parce que l'exhaustivité, on en a 150 000 prothèses de hanches par an, 100 000 prothèses de genoux, le budget d'un seul code qui paye ce registre, c'est absolument impossible. Pour vous donner une idée, actuellement, on paye 1 € la fiche. Très cher. Aux États-Unis, ils ont commencé un registre il y a 5 ans, ils sont à $50 la fiche. Vous voyez un petit peu les coûts que ça va générer, même s'ils n'arrivent pas à être exhaustifs non plus. Donc on s'est appuyé sur des structures qui existaient déjà. Là, on revient à la problématique de la FSM quand on en a discuté pour trouver un partenaire. Et nous, on avait proposé notre partenaire qui est suisse, effectivement. Et pourquoi? Parce que c'était en fait les suites de la fondation Maurice Muller. Maurice Muller avait créé un suivi de registre, c'était une vraie passion pour lui depuis les années 70. Il y avait toute une équipe d'épidémiologistes qui ne travaillaient que sur l'orthopédie depuis 30 ans. Alors, quand on a cherché un partenaire, on n'a pas cherché bien loin. À l'époque, en France, il n'existait pas d'équivalent du tout, en tout cas spécialisé en orthopédie. C'est pour ça qu'on continue de travailler avec eux. Alors vous l'avez compris que par rapport aux registres de santé vitaux pour les patients, c'est en suivant les patients que l'on connaît l'avenir de leur prothèse, mais à l'inverse des registres des maladies, c'est la survie de la prothèse qu'on étudie et pas celle du patient. Donc le patient qui décède avec sa prothèse en place, a priori c'est un succès. Évidemment, on en discute longuement, mais a priori la prothèse n'a pas échoué. Il est mort avant, ou il est mort, sa prothèse a échoué, on le sait. Et donc il disparaît. Alors l'événement, le seul événement qu'on peut utiliser vraiment très simplement dans ce registre de dispositif, c'est le dispositif reste dans le patient où on l'enlève. Donc c'est la révision. La révision, c'est le endpoint indiscutable. On sait très bien qu'il y a des critères de révision, il y a des patients qui devraient être prévisibles, qui ne le sont pas parce que la santé ne le permet pas, parce que le diagnostic de l'échec d'un implant n'est pas fait, parce qu'il n'est pas suivi, le médecin généraliste il ira tous les 3 ans, non, tout va bien, il y a une prothèse, oui, tout fait complètement décellé, mais il ne sait pas, il ne sait pas etc., etc. Donc il y a des cas de conditions pour lesquelles cet événement n'est peut-être discutable, mais au moins il est indiscutable, voilà, on va prendre la prothèse. Alors le terme de révision, ça, on peut discuter, vous savez que nos prothèses, c'est plusieurs pièces. Alors on peut considérer, c'est ce que nous a montré comme définition, que dès qu'on touche à la prothèse, ne serait-ce que pour changer la bille, par exemple, c'est une révision. Il y a d'autres registres qui raisonnent différemment, c'est pas très important. Donc la comparaison, on parle des performances des implants, c'est ce qu'on appelle donc le benchmarking, se fait au mieux par l'établissement de courbes de survie normalement, c'est ça l'idée. Mais pour ça, il faut connaître le décès des patients. Et là encore, on se heurte à une impossibilité. J'ai entendu ce matin de manière très intéressée que ça va peut-être pouvoir changer, mais pour l'instant, on ne peut pas savoir si les patients sont morts ou pas. Donc on ne peut pas faire de courbe de survie. Alors on est très très embêtés, et on n'est pas que les sommes étant en France, dans d'autres pays dans lesquels c'est impossible. Alors le registre australien qui avait le même problème lorsqu'il s'est créé, a inventé quelque chose qui venait des Anglais sur le rapport entre cancer du poumon et tabagisme pour les médecins. Une étude qui remonte à quelques années qui est assez intéressante. Et c'est la création du taux de révision pour 100 composants observés annuels. Alors là, on rentre dans la cuisine, vous voyez la définition, c'est assez simple. Un nombre de révisions multiplié par 100, son nombre d'implants revenus multiplié par le recul en mois. Ça vous permet quand même de faire du benchmarking. Mais vous ne savez pas si les patients sont morts ou vivants. Vous savez simplement que les implants ont été mis et retirés. Là, au moins, on peut comparer les implants et faire du benchmarking enfin. Alors, dans notre registre, par exemple, je donne juste un seul chiffre. Je ne dis pas la prétention avec notre représentativité de l'hôpital. Voilà, la révision, par exemple, ici, c'est par coupe de frottement. On voit que le coupe de frottement métal-métal, on a finalement un taux de révision qui est inférieur à tous les autres, ce qui est tout à fait paradoxal, puisque tous les registres mondiaux montrent exactement l'inverse. On pourra en discuter longuement, les raisons sont assez simples. Dans notre dernier rapport 2018, nous avons à peu près 40 000 prothèses qui ont été incorporées, ce qui représente 3% de l'activité française. Donc, on peut rappeler ça un succès, c'est catastrophique. Alors cet échec traduit l'absence d'intérêt de la profession, ça c'est clair, l'intérêt de la profession n'y était pas. Insuffisance d'incitation de la part des instances professionnelles, et je me bats aussi la coupe, ayant été ancien président de la Société française de l'Ange du Genou et ancien président de la SOCOT, je ne suis pas arrivé
a initié un courant suffisamment porteur pour passer de 3 à 5 à 6%, ça veut tout dire. La profession est réellement reluctante. Elle n'en veut pas. Et les pouvoirs publics qui, bien sûr, n'aident pas. Alors, justement, à ce sujet, je voudrais revenir sur ce qu'on n'a pas mal discuté ce matin. Quelle place pour les registres de santé en France? Pas aucune, jusqu'à très récemment. S'en foutez quand même. Donc, j'ai été tapé à la porte de la HAS pendant 10 ans. Je me suis fait envoyer dans les corps par du Bernard pendant 10 ans. C'était absolument incroyable. L'intérêt des autorités pour les registres de santé, il est récent. Il fait suite au scandale des PIP. Avant les PIP, finalement, ça n'intéressait personne. Les PIP, les prothèses mammaires, pardon. Tout le monde avait tous compris. Et en orthopédie, il y a eu l'échec. Alors lui, encore plus que les PIP, d'une certaine manière, très médiatisé, des prothèses métal-métal. Tous en connaissaient il y a quelques années. Là, c'est parti des États-Unis, class action, etc. Et en France, il n'y a pas de class action pour l'instant, parce que, comme vous l'avez vu, les prothèses métal-métal ne marchent pas si mal que ça en France, mais d'autres personnes. Donc, il y a aussi une pression européenne pour créer des registres. Là, vous savez, le COMEX, depuis des années, sur une station, des registres au niveau européen, etc. Pourquoi réduire les délais de réaction en cas d'alerte de météorologie-vigilance, bien sûr, pour pouvoir retrouver des patients qui ont été, hélas, opérés avec une prothèse qui s'avère déficiente et limiter ainsi les conséquences sanitaires. Donc il y a quand même une logique à tout ça. Alors la France, quand même, bien stimulée par l'affaire PIP, a fait, en 2012, une grande commission sénatoriale, auquel peut-être certains d'entre vous ont été invités. Nous avons été invités à la SOCO pour présenter notre registre, qui était sous la houlette du sénateur Bernard Cazeneuve. Et je vous montre, parce que c'est très intéressant, enfin c'est 2012, les pistes de développement qui avaient été, à l'époque, proposées par le rapport de cette commission sénatoriale. Première chose, il convient d'accorder la priorité aux DMI innovants ou à risque. Et 5 priorités françaises avaient été retenues. 2 concernaient l'orthopédie, les prothèses métal-métal et les prothèses de genoux. Une concernait bien entendu les prothèses mammaires et les 2 autres, j'ai oublié, il y avait 5 simplement priorités. Donc, 2 nous concernaient, 2 sur 5, c'était déjà beaucoup. Autre phrase de ce rapport, le développement de registres de santé à l'échelle nationale nécessite d'associer les sociétés savantes et les médecins à la démarche. Ça, c'est une phrase qu'il ne faut pas l'oublier par rapport à ce qu'on a dit ce matin, en particulier dans les dernières présentations. Cette mission qui a été soutenue par la NSM a été confiée à la FSM, et vous en avez entendu parler, vous avez vu que les choses avancent avec la clinique qui freine un petit peu, donc ça a l'air de s'arranger. Une autre phrase de ce rapport, le caractère purement volontaire à la participation à des registres ayant montré ses limites, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on ne peut pas dire pire que ses limites, plusieurs options s'offrent pour inciter praticiens et établissements de santé à collaborer. Et là, on rentre dans le dur. Alors, quelles sont ces propositions faites dans ce rapport sénatorial de 2012? La voie de la certification des établissements de santé. On pourra intégrer la participation à un registre dans la procédure de certification des établissements par le HAS et même faire des registres dans l'objet de contractualisation avec les agences régionales de santé. Bien, donc pour l'instant, à ma connaissance, c'est d'être pris. Deuxième chose, la voie de l'accréditation. Alors là, on a vu avec Généris, nous à Orthoris aussi, on a intégré dans nos programmes d'accréditation de nos collègues qui sont dans l'accréditation, ils ne sont pas tous, nous on a sur 2600 orthopédistes, on n'a que 1500 qui sont orthopédistes, donc il y a déjà 1000 de toute façon qui échappent. Je ne sais pas si pour les gynécos, le rapport est meilleur. Et donc on a intégré la fait de je remplis un registre, en particulier le registre des compétences de la SOFCOT, je récupère leurs données, et ça fait partie des balances évaluatives des programmes. Simplement, ça ne concerne que les orthopédistes qui font de la prothèse. Les orthopédistes qui font pas de prothèse blanche, on ne va pas leur imposer d'en faire. Donc évidemment, il y a quand même un biais là aussi. Là, c'est le marrant que j'avais trouvé. Et puis alors là, on arrive dans le dur du dur, la voie obligataire. Toujours, ça c'est les propositions du rapport. Le praticien ou l'établissement qui ne tiendrait pas ses engagements perdra son agrément proposé le DMI. Là, ça commence déjà à devenir du sérieux. Et puis alors, et ça a été repris, je l'ai entendu de moi-même par M. Tanti il y a 2 ans et BIMS, enfin, conditionner le remboursement du DMI et ou de l'acte chirurgical au renseignement de la registre serait d'une redoutable efficacité. 2012. Voilà. Alors, je voudrais maintenant revenir aussi, on a beaucoup parlé du SNIRAM, etc. Qu'est-ce qu'on nous montre pour l'instant, nous orthopédistes en tout cas, je ne sais pas pour vous, les récentes publications qui sortent du SNIRAM. C'est essentiellement la NSM qui vient de sortir 3 publications, pratiquement une par année depuis 2015. Ça montre un intérêt certain pour le benchmarking entre implants? Non. Pour le benchmarking plutôt entre praticiens et établissements. Le benchmarking entre implants, ça ne les intéresse pas plus que ça.
Par contre, dépister un implant à risque, oui. La méthodovigilance, à l'INSEE, ce serait quand même le compte que ça ne les intéresse pas. Mais le benchmarking entre implants, bon, c'est plutôt secondaire. Par contre, entre établissements et entre praticiens, là oui, ça intéresse beaucoup de gens, pas forcément à la MSF. Premier papier 2015, bon, il est assez banal, il montre simplement qu'ils étaient capables de faire mouliner des données admirables et d'en sortir quelque chose. J'ai pensé ce matin quand on disait, on suit, et c'était très intéressant, c'est vous qui l'avez dit, les médicaments qui sont consommés après l'intervention. Alors il y a eu un truc marrant dans cette étude, c'est que parmi les patients qui avaient des échecs, il y avait plus de patients qui prenaient des antidépresseurs. C'est amusant parce que dans quel sens ça marche? Est-ce qu'ils ont un échec de hanche parce qu'en fait ils sont très tristes dans la vie et que de toute façon il n'y a rien qui va? Ou est-ce qu'ils deviennent dépressifs parce qu'on leur a implanté une prothèse qui ne va pas? On ne peut pas résoudre la question, mais c'était assez amusant. Seconde étude qui était plus intéressante, parce que là on touche un implant particulier, une famille d'implants, c'était les prothèses à col modulaire. Et là il y a quand même 324 000 patients, donc on se rapproche des chiffres dont vous avez parlé ce matin, et qui montraient qu'effectivement, c'était déjà dit dans la littérature internationale, et le SNIRAM montre qu'effectivement les prothèses à col modulaire, il y a un petit problème au départ, elles ont l'air de moins bien marcher que les prothèses standards, donc il faut faire bien attention quand on les pose. La conclusion était quand même assez soft, c'était pas il ne faut pas les poser, attention, il y a un petit problème. Mais là c'est exactement nous, là on ne voulait pas aller. Et là on va nous emmener. C'est cette troisième étude qui vient de sortir il y a quelques mois et qui relativise le taux de complications avec l'activité des praticiens et des établissements. Ça, c'est justement ce qu'on ne voulait pas, nous, orthopédistes. Et c'est justement ce qui arrive. Et certains d'entre nous, manifestement, ne sont pas opposés à ce genre de choses. Nous, ça nous glace un petit peu. Sauf que, quand vous voyez ce papier, c'était les prothèses de taille de hanche primaire, taux de complications, donc les praticiens et les établissements ont été stratifiés. Premier problème, ça ne concerne que le privé. Car dans le public, on ne peut pas identifier les praticiens. Les chefs de service et tout, mais pas les praticiens. Donc du coup, c'est une étude qui ne concerne que le secteur privé. Comme on fait 60% des prothèses de hanche et de genou, c'est assez représentatif quand même. Mais ça a valu quand même le nationwide qui nous a un petit peu irrité, parce que je ne sais pas si nationwide fait ça, parce que le public a été exclu. Et les praticiens qui font moins de 4 prothèses totales de hanche par mois ont un taux de complication un peu supérieur. Alors ça fait hurler de rire évidemment, parce que 4 prothèses de hanche par mois, quand nos collègues du privé en province, ils en font 4 par jour, ou 8 par jour, vous comprenez que bon, ça va, quoi. Sauf que, comme on l'a dit ce matin, il y a peut-être un moment où, à force d'en faire trop, on finit par faire des conneries aussi. Ça n'a pas été étudié. Et c'est intéressant parce que ça peut marcher peut-être dans les deux sens. Mais ça, c'est vraiment le genre d'étude qui nous fait un peu pleurer. Enfin, dernier point qui a été abordé aussi, c'est les rapports avec l'industrie. Maintenant, dans beaucoup de registres, alors il y a des gros registres allemands, américains qui viennent d'être construits, l'industrie est complètement partie prenante, elle finance officiellement, elle est dans les boards, elle est là, mais officielle. Nous, notre petit registre, il marche avec nous sous à nous. Nous sous à nous, ils viennent indirectement de l'industrie par le biais du congrès, mais c'est pas quand même de l'argent qui vient directement dans le registre avec M. Zimmer ou M. Stryker qui viennent pour réunion du comité scientifique. Par contre, vous avez vu l'impact que ça a dans les médias. Quand un implant échoue, vous imaginez bien que l'industriel qui est derrière, il en prend quand même pas mal pour ses frais, et ils ne veulent plus laisser les registres fonctionner comme ça, donner leurs résultats sans mettre leur grain de sel. Ils veulent un petit peu contrôler les choses en amont, d'où la création de ce groupe, l'International Prosthesis Benchmarking Working Group, qui vient d'être créé et qui réunit des membres de l'Institut de la Société internationale de registre et l'ODEP, qui est un membre d'évaluation, et dans lequel vous avez tous les gros industriels. Et donc maintenant, il n'est plus question que ça sorte comme ça, j'ai envie de publier que la prothèse machin ne marche pas. Et bien là, vous allez avoir affaire à ce groupe qui a mis des critères de qualité tellement élevés qu'il n'y a plus que quelques registres qui peuvent parler, en tout cas certainement pas mal. En conclusion, là, je vais aller très vite. Bon, tout ça, vous le savez, le grand avantage des registres, c'est que ça concerne tous les praticiens normalement, et donc ça reflète quand même un petit peu plus l'activité d'un pays que simplement les études rentabilisées qui viennent de milieux bien spécialisés qui sont très spécialisés. Donc je crois que ça correspond plus à la réalité du terrain. À l'échelon individuel, on peut se comparer aux autres. À l'échelon national, on peut se comparer d'un pays à l'autre. Ça c'est très bien. Ce n'est pas la panacée en matière de la géologilance, mais c'est quand même un élément qui marche très très bien. Et on en a parlé ce matin. Je pense que c'est basé sur la culture de l'évaluation. Le succès dans les sociétés anglo-saxonnes ou saxonnes par rapport à l'échec relatif dans toutes les sociétés méditerranéennes, en Italie, en Espagne, au Portugal, ça a
du mal, en France a du mal, parce que ce n'est pas les mêmes cultures. C'est pas la même culture du tout. Et cette culture de l'évaluation, chez nous, elle est quand même assez déficiente. C'est pour ça que je pense qu'on a un gros retard et qu'il faut certainement une maturité des acteurs, des professionnels et des politiques pour qu'on arrive à avancer un petit peu plus. Voilà, merci de votre attention. Alors, une question. Merci. En fait, deux questions. La première, quand je vois le taux de représentation, code de représentativité, pardon, de votre registre, pourquoi la Sovcot n'a pas mené une étude à partir des données du PMSI, puisque pour le coup, avec les prothèses de hanche et le fichier FicheComp, on peut suivre l'ensemble des prothèses, publiques et privées, puisque le FicheComp est accessible aussi dans le privé, ce qui n'était pas le cas avant, mais ça s'est débloqué il y a 4 ans. Suite à on avait fait une demande auprès de la DGOS en disant que c'était indispensable. Donc voilà, première question, où là vous pouvez faire toutes les associations, suivre le patient. Et deuxièmement, en lien avec une des premières slides où effectivement, à l'époque, il fallait un décret en Conseil d'État pour rapprocher un registre du SNIRAM avec le NIR. Maintenant que ça s'est débloqué, est-ce que vous envisagez de faire une demande dans ce sens? Alors, oui, nous y travaillons depuis plusieurs années. On est en train d'essayer de monter un registre national des prothèses de hanche et des prothèses de dos avec le SNIRAM, sous la houlette de la HAS et de la NSM. On a commencé il y a 3 ans, les premiers et on n'a pas énormément avancé jusqu'à présent. Il y a manifestement pour l'instant un blocage qui vient du SNIRAM. Tout le monde est d'accord, mais le SNIRAM ne peut pas. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, ça fait 4 ans qu'on a encore parlé et qu'autant qu'on se heurte, autant que la NTSM se heurtait à la CNIL, nous on se heurte au SNIRAM qui ne veut pas travailler avec nous sur ce sujet. Et pourtant, un sujet précis comme celui des prothèses métal-métal, qui était une demande officielle du gouvernement, du pouvoir public, même avec ça, on n'y arrive pas pour l'instant. J'espère qu'on va finir par y arriver, mais d'ailleurs, tous les acteurs nous disent, la HAS ne comprend pas, la NSM ne comprend pas, ils envoient des lettres, ils demandent, allez, et en face, c'est niet. Et sur la question du PMSI? Sur la question du PMSI, vous voulez dire, est-ce qu'on pourrait travailler... Ces données du PMSI, on ne va pas avoir, nous, ce qui nous intéresse, c'est le benchmarking en un plan. On va avoir un benchmarking grossier. Est-ce que c'est pas inscrit sous nom de marque sur le... Pas du tout. Révision de prothèse totalement, je ne même pas. On a réussi à intégrer dans le SNIRAM, depuis 3 ans, on a réussi à intégrer le côté, droit-gauche, 1 ou 2, vous devez sans doute le savoir. Ça a pris plusieurs années et on a intégré enfin 7 causes de reprise avec des codes différents, puisque ça venait dans la fenêtre. Donc, vous savez, on a juste rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a les causes de reprise maintenant, ça va être intéressant, et le côté. Donc avec ça, on devrait quand même pouvoir avancer. Ok. Oui, j'avais une question sur le dossier actuellement, sur le code civil de mobilité. Actuellement, on sait qu'il y a une réflexion avancée entre la Haute Autorité de Santé et les industriels. Est-ce que d'après vous, il n'y a pas une volonté des industriels de collaborer, tout à fait. Ils sont très demandeurs. Alors, versus le registre. C'est pareil, c'est la même réponse. On a eu plusieurs réunions, c'est parti, les industriels sont d'accord, la NSF, la HAS, et on se heurte toujours quand même refus pour l'instant du SNIRAM. Et donc, par contre, nous, on a extrait de notre registre les prothèses à double mobilité, et on sait en gros ce que ça donne sur nos petits chiffres à nous. Juste, j'ai compris, 3%, je ne suis pas fier, etc. Une petite réflexion que je voudrais simplement faire. Quand on a des élections présidentielles, on a des organismes qui vont interroger 1000 personnes et qui, à 1 ou 2% près, vont vous trouver ce que les 36 millions d'électeurs vont faire. Alors évidemment, 49-51, c'est une grosse importance au niveau présidentiel, il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Mais, et ça je m'interroge plutôt ceux parmi nous qui sont un peu plus statisticiens, parce qu'on disait, quelle est la représentativité? Nous, avec nos 3%, on a une représentativité de 3%. Les 1000 électeurs sur 36 millions d'électeurs, ils ont une représentativité de 0,00025%. Et pourtant, on sort quelque chose qui tient à 1 ou 2% près. C'est assez amusant, je pense. C'est le panel de gens interrogés qui est certainement... Enfin, nous, c'est des orthopédistes. Ah, ces orthopédistes, ils ne sont pas sélectionnés. C'est les gars qui veulent bien le faire. Est-ce que c'est un biais? Est-ce que c'est pas un biais? Je sais pas.
très vite. Parce que... Non, c'est simplement, est-ce qu'on ne va pas peut-être réussir à avancer vis-à-vis du CIRAM, notamment des organismes publics? C'est comme actuellement, il y a la réflexion aussi bien à la HAS, dont tu fais partie, qu'à la DGOS, sur les autorisations en chirurgie, que la HAS a quand même fait un travail intellectuel d'évolution, puisqu'ils ont reconnu que les seuils posaient des problèmes, parce que pour les établissements qui sont très 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 faibles, c'est évident, mais après pour le reste, définir un chiffre, c'est impossible, et qu'ils ont aussi accepté globalement l'idée des registres et de la diffusion des registres pour soit en prospective, soit en contrôle, vérifier comment ça marche. On a peut-être là une chance, si au niveau de ces deux instances actuelles, on pousse très fort sur les registres, pour faire avancer un peu les choses. Oui. C'est mon caractère optimiste. Pour revenir à la question d'avant, ce qui nous manquerait, nous, à nous, ça va se faire. Ce qui nous manquera juste après, c'est la possibilité de coupler ça avec les données de la CNAM sur les implants utilisés, parce qu'eux, c'est eux qui les payent. Et à partir de là, alors on a le meilleur registre au monde. Donc d'emblée, on a 100% d'exhaustivité et des millions de prothèses. C'est bien. On s'arrête 10 minutes. Ah, Olivier veut poser une question. Non, c'est pas une question, c'est ce que vient de dire Christian, ce que tu dis, les implants, le code des implants, dans la première approche qu'on a eue de la part d'eux, pas de notre part, de Nicolas Rebel, c'était si on vous aide sensiblement pour les registres, leur mise en place, leur maintien, nous envisagerions d'associer le remboursement à l'introduction de l'implant dans le registre d'orthopédie, de ceci, de cela. Ça fait pas nous qui demandons. Mais c'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est, enfin, nous les orthopédistes, vu comme je l'ai dit, des collègues libéraux qui font 500-600 prothèses par an, on a dit 3 minutes, je suis d'accord avec Marcel, c'est 3 minutes, et 3 minutes multipliées par 600, hein, ça fait quelques jours de travail. Et donc, si une obligation de la fête, c'est à l'établissement, pas aux praticiens, c'est à l'établissement qui doit mettre les